Je veux remercier aussi les partenaires de l'événement. Donc évidemment, il y a Protect Humanitarians, qui est l'organisation fondée et portée par Olivier, l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, et Amnesty International, la section du Canada francophone. Merci aussi à l'équipe du musée de l'Écomonde, l'Écomusée du Firmament, pardon. Et vous voyez, on est dans un magnifique espace, comme quoi Montréal est capable de faire plein de belles choses. Donc, il y a de l'espoir. C'est un musée, c'est un bâtiment qui date de 1920. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un musée pour la population ouvrière de Montréal. Donc, c'est extrêmement réussi. Et je vous invite à aller voir les belles images. Je vais vous présenter la personne clé qui va conduire et animer ce dialogue, Chloé Sébron, qui est directrice du plaidoyer à Médecins du Monde et de l'analyse, une juriste expérimentée, avec de l'expérience humanitaire aussi sur le terrain. Elle travaille depuis 5 ans à Médecins du Monde, depuis 15 ans comme spécialiste en droit politique et plaidoyer dans différentes organisations humanitaires, dont chez nos cousins de MSF, c'est des MSF ce soir ici, on est cousins, il n'y a pas de souci, on peut se parler après. Elle est actuellement donc directrice de l'analyse politique du plaidoyer à Médecins du Monde Canada. Elle a rejoint en 2016 et son travail porte principalement sur la protection et le droit à la santé des populations précarisées, marginalisées et dans les contextes de crise au Canada, mais aussi à l'international. Donc j'invite Chloé et merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'animer cette discussion sur la protection des humanitaires et des soignants dans les conflits armés. Particulièrement dans ce lieu où la dernière fois qu'on y était, je pense que certains s'en souviennent, avec l'équipe de Médecins du Monde Canada, on a reçu le prix Droit et Liberté 2023 de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec pour notre mobilisation pour l'accès à la santé de tous les enfants au Québec, quel que soit leur statut d'immigration. C'est une belle victoire qui met du vent en fait dans nos voiles pour les luttes à venir et on en a besoin. Ce petit aparté local justement me permet de faire le pont entre le ici et le ailleurs. L'international, le national et l'international, un pas qu'on fait souvent chez Médecins du Monde et qui est sans doute l'une des plus belles forces de notre organisation. Médecins du Monde, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas ou peu, c'est une organisation internationale non gouvernementale de santé qui promeut et défend le droit à la santé pour toutes et tous. Nous sommes présents dans plus de 70 pays et bien sûr dans de nombreux contextes de crise et de conflits armés. En ce moment même, nous avons des collègues et des partenaires locaux qui sont à pied d'œuvre au Yémen, en Syrie, en Ukraine, en Haïti ou encore à Gaza pour livrer une assistance vitale aux populations prises au piège des conflits. Donc l'enjeu de leur protection est pour nous une problématique et une réalité quotidienne et pratique. Ce serait un peu un euphémisme de dire que l'année qui s'est écoulée a été une année vraiment difficile pour les humanitaires. Au-delà des chiffres, on est là tout à l'heure avec Olivier, c'est une année qui a ébranlé le socle de notre cadre d'intervention et qui a ébranlé également notre confiance en l'ordre et la communauté internationale. Le droit international humanitaire est la base de notre cadre d'intervention. Ce droit nous confère des protections spécifiques en tant que personnel soignant et des protections générales à titre de civil dans les conflits armés. C'est grâce à lui que nous pouvons livrer une assistance aux blessés, aux malades et aux civils dans les conflits armés. Or, nous assistons à une multiplication des violations du droit international humanitaire, particulièrement dans les violences contre les humanitaires et les soignants. Et peut-être plus grave encore, on assiste à une sorte de banalisation, de normalisation de cette violence, qui reste la plupart du temps totalement impunie. Donc au-delà du prix à payer par nos équipes, nos collègues, les humanitaires et les soignants, cette tendance pèse également lourdement sur les populations civiles. Ces dernières ne sont pas seulement les victimes des conflits, mais elles sont aussi privées, parfois délibérément, comme on le voit au quotidien à Gaza en ce moment, de l'assistance et de la protection humanitaire qui leur sauverait la vie. Donc pour aborder ces questions complexes et parfois émotionnellement un peu difficiles aussi,
Ce soir, nous avons décidé de nous entourer de quelques amis. Des amis qui sont aussi des praticiens et des experts de l'action humanitaire en passant. Pour avoir les deux pieds bien ancrés sur le terrain et leur juste sur les réalités de 2024, nous avons invité Achak Sherif à se joindre à nous ce soir. Bonsoir Achak. Achak Sherif est le chef de région Afrique à la Croix-Rouge canadienne. Il est titulaire d'une maîtrise en développement international de l'Université de Bath en Angleterre et d'un baccalauréat en système d'information de gestion de l'Université de Concordia. Achak a passé 10 années à vivre et travailler au Mali et en Côte d'Ivoire, occupant principalement le poste de directeur régional de la supervision et des opérations pour le réseau Agacan. Depuis son retour au Canada en 2019, Achak a d'abord travaillé comme consultant indépendant, puis pour Plan International Canada, avant de rejoindre la Croix-Rouge canadienne en 2022. Achak est d'origine gujarati indienne, né en Espagne, et était apatride lorsque sa famille a immigré de l'actuelle République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Il a grandi au Québec. Bienvenue Achak. Ensuite, on avait besoin aussi de prendre un peu de recul et de hauteur. D'abord, un avis critique, mais toujours constructif, n'est-ce pas? Nous avons fait appel au professeur François Audet. Bonsoir François. François est professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion et de l'Université du Québec à Montréal. Ça tombera pas plus tard. Et le fondateur et directeur général de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, l'OCA, qui est un partenaire de l'événement ce soir. Il dirige également l'Institut d'études internationales de Montréal. Le professeur Audet a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de crise internationale et de l'action humanitaire, notamment pour des organisations comme la Croix-Rouge. À l'OCA, il a fondé le programme de recherche sur la gestion des risques et de la sécurité, au sein duquel il contribue à l'amélioration et l'actualisation des pratiques et des connaissances sur des sujets touchant les risques et la sécurité en contexte d'action internationale. Bienvenue François. Et enfin, on avait aussi besoin d'un ambassadeur, d'un champion de la cause. Et nous sommes très honorés ce soir d'accueillir à Montréal pour la première fois, comme on le disait tout à l'heure, Olivier Van de Castel. Olivier Van de Castel est un humanitaire belge expérimenté. Il a récemment fondé Protect Humanitarians, une alliance mondiale visant à améliorer la sécurité et le soutien aux travailleurs humanitaires de première ligne. Il est aussi membre associatif de Médecins du Monde Belgique. Pendant 20 ans, Olivier a lui-même répondu à des crises humanitaires dans des contextes difficiles. Urgence sanitaire en Afghanistan et au Mali, aide essentielle aux réfugiés et migrants au Maroc et en Iran. Après avoir été directeur de pays pour diverses ONG, Olivier a été arbitrairement détenu par l'Iran pendant 456 jours. Amnesty International et les Nations Unies ont reconnu qu'il avait été victime de disparition forcée et de torture. Un an après avoir retrouvé sa liberté, Olivier dirige Protect Humanitarians, une initiative sectorielle qui plaide pour une meilleure protection des travailleurs humanitaires, un soutien amélioré en santé mentale pour les survivants, et une augmentation des actions juridiques afin de traduire en justice les auteurs d'attaques contre les humanitaires. Bienvenue Olivier. J'ai rencontré Olivier pour la première fois cette semaine, mais comme de nombreux d'entre nous, je connaissais déjà son visage grâce à la campagne de mobilisation internationale demandant sa libération. Et je me souviens particulièrement d'une journée à Paris, où je marchais le long du périphérique pour atteindre les nouveaux bureaux de Médecins du Monde France à Saint-Denis, de l'autre côté du boulevard. Pas besoin de GPS ce jour-là. La photo d'Olivier en environ 7 mètres sur 12. Et les mots Free Olivier Van de Castel sur une des façades du bureau m'ont guidé. Et c'est peut-être ce que je veux que nous gardions en tête pour nos discussions de ce soir, pour prendre soin de nos cœurs et de nos âmes. C'est qu'au-delà de la tristesse et de la colère que nous ressentons face aux nouvelles violences répétées contre nos collègues et nos partenaires, il y a une vraie beauté dans nos actions collectives et un réel besoin de lutte rassembleuse. Et sur ce, Olivier, je t'invite à prendre la parole. Merci.
Chers collègues, chères militantes et militants, chères citoyennes et citoyens du monde, merci pour votre accueil. Je tiens tout d'abord à remercier Médecins du Monde Canada, Nadia et toute sa chaleureuse et compétente équipe pour leur invitation. Ce discours, c'est avant tout un appel à l'action pour mieux protéger et soutenir les acteurs humanitaires. En l'absence de solutions diplomatiques et face à l'augmentation des catastrophes climatiques, les humanitaires s'engagent. Ils fournissent une aide vitale en temps de crise, mais de plus en plus, ce sont nous, les acteurs humanitaires, qui devenons nous-mêmes victimes. 2023 a été la pire année en ce qui concerne le nombre de collègues tués, blessés et enlevés, avec, comme vous le voyez, un total de 595 humanitaires victimes en une seule année. Ce niveau de violence a un profond impact professionnel, mais aussi personnel et émotionnel sur chacun d'entre nous. Ce triste record s'inscrit malheureusement aussi dans une tendance que vous voyez ici, qui voit la violence et les incidents entre les travailleurs et travailleuses humanitaires régulièrement augmenter depuis 25 ans. On peut bien entendu toujours discuter des chiffres, on peut également dire qu'il faut considérer le dénominateur, c'est-à-dire le nombre d'acteurs humanitaires sur le terrain, mais on voit cette tendance qui est vers le haut, et on voit aussi que l'année 2024 devrait égaler ou dépasser ce chiffre, puisqu'en septembre de cette année, nous sommes déjà à plus de 400 incidents contre des collègues et plus de 220 collègues tués. Rien que cette dernière semaine, nous avons eu 3 collègues du CICR tués et 2 blessés en Ukraine, à Donetsk. 6 membres de l'UNRWA qui ont été tués lors d'une frappe sur une école à Gaza, et un collègue d'Oxfam qui a été arrêté au Yémen. Il est important de noter que cette augmentation existe malgré les investissements importants que les acteurs humanitaires, les organisations, mais aussi leurs bailleurs de fonds investissent dans la question de la sécurité. Des mesures préventives, de la formation à la sécurité, de l'analyse de contexte, des efforts de coordination, tout cela se fait, mais malgré tout, on ne voit pas les chiffres diminuer. Alors pourquoi cette tendance? On a déjà eu quelques pistes, mais en effet, on est sur un monde où il y a davantage de conflits et des conflits de plus en plus violents. On a surtout, et ça avait déjà été pointé par Chloé, le respect du droit international qui s'érode considérablement, le consensus qu'il y avait autour du droit international humanitaire qui stipule très clairement le fait que le personnel humanitaire doit être respecté et protégé. Ce consensus n'existe plus. Et enfin, je rajouterai aussi que les auteurs des violences jouissent pour l'instant d'une quasi-totale impunité. Il est important aussi de noter que cette violence touche de manière disproportionnée, comme vous le voyez là, à 95%, nos collègues locaux et nationaux, qui sont particulièrement exposés à des actes de violence et d'intimidation. Par humanitaires locaux et nationaux, nous entendons les équipes locales d'organisations internationales, mais également de plus en plus des organisations nationales de réponse humanitaire. Elles sont elles-mêmes, les ONG nationales, de plus en plus souvent victimes. En 2023, c'était environ 20% des incidents qui visaient des organismes qui sont de taille nationale. Ces dernières sont particulièrement exposées, plus vulnérables, et elles ont besoin de ressources financières et techniques pour prévenir les incidents, mais aussi pour y répondre et pour soutenir
les survivants et les familles des victimes. On pourrait dire, face à tout ce constat, que le monde semble oublier le sort des humanitaires, et donc par ricochet aussi, les personnes et les communautés que nous aidons. Car au final, ce plaidoyer, ce n'est pas simplement nos vies qui sont en jeu, c'est surtout qu'il ne peut pas y avoir d'aide humanitaire de qualité s'il n'y a pas davantage d'attention et de protection pour les acteurs, de protection effective surtout, pour les acteurs humanitaires. En qualité de directeur pays, comme a été mentionné, pour Médecins du Monde et puis pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, j'ai été d'abord confronté, en tant que responsable de mission, en Afghanistan, au Mali, en Iran. C'était là aussi mes collègues locaux qui étaient davantage exposés. C'était une collègue afghane qui était harcelée à Kaboul, c'était des collègues maliens qui ont été blessés, dont un qui a été mutilé à Kidal, au nord de Mali. C'était des humanitaires qui étaient régulièrement interrogés et intimidés à Téhéran. Durant tout ce temps, j'ai souvent plaidé. J'ai souvent plaidé auprès de mon siège pour obtenir davantage de soutien pour les collègues nationaux, pour une forme d'aide matérielle, médicale, un soutien psychologique, davantage de formation. Et puis ce fut mon tour, 456 jours d'une interminable prise d'otage. C'était 400 jours d'isolement total, sans accès aux proches, instrumentalisé par un État qui avait décidé d'utiliser un citoyen comme monnaie d'échange. Après avoir été un humanitaire engagé auprès de personnes dans le besoin, j'étais devenu moi-même victime et j'ai eu besoin de vous, les militants et citoyens du monde. Donc à toutes celles et ceux, comme Médecins du Monde, comme Amnesty International, qui ont soutenu durant cette période difficile ma famille et mes amis, merci. Mes ravisseurs m'ont souvent accusé d'utiliser l'aide humanitaire pour dissimuler des motifs politiques. Je leur ai répondu que c'était l'Iran qui exigeait de l'aide humanitaire de la part de l'Union européenne, et c'est d'ailleurs ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Ce qui m'a souvent soutenu, apaisé d'une certaine manière, c'est que je me suis raccroché à nos valeurs, à nos principes communs, ce qu'on appelle les principes humanitaires, l'humanité, la neutralité, l'indépendance, l'impartialité, et d'autres encore. Ironiquement, j'ai jamais parlé autant de droit international humanitaire que durant cette année et demie d'injustice et d'arbitraire. C'est également pendant cette prise d'otage que dans ma tête j'ai assemblé les pièces du puzzle et que l'idée de Protect Humanitarians est née. L'intuition étant la suivante: à l'échelle d'une organisation, un incident critique est quelque chose de relativement exceptionnel, mais à l'échelle de notre secteur, les incidents critiques sont extrêmement réguliers et fréquents, et il nous faut donc construire une réponse collective. La communauté humanitaire bénéficierait, je pense, d'une plateforme commune et indépendante qui défendrait la protection de tous les collègues, quelle que soit la taille de leur organisation, leur siège, quelle que soit la nationalité des collègues. Vous pensez peut-être que je rêve, mais d'autres secteurs d'activité, à risques égaux, l'ont déjà fait. Pensez à Reporters sans frontières, qui défend les journalistes partout dans le monde. Pensez à Amnesty, qui défend les défenseurs des droits humains partout dans le monde. Alors pourquoi pas nous? Protect essaye aussi d'apporter un soutien concret, financier, aux survivants humanitaires et aux familles des victimes. Car aucun humanitaire, même d'une petite organisation nationale et locale, ne devrait traverser ce genre d'incident de traumatisme seul. Comme ça a été dit, j'ai bénéficié d'un mouvement de solidarité. D'autres humanitaires, actuellement en ascension, n'en bénéficient pas.
Un fonds d'urgence est hébergé par notre partenaire, la Fondation Roi-Baudouin, grâce auquel nous soutenons déjà maintenant des ONG nationales et des survivants et survivantes locaux en leur apportant un financement qui permet une aide médicale, psychologique ou matérielle après un incident. Ce fonds d'urgence est ouvert aux dons de particuliers, d'institutions et il est facilité ici aussi au Canada par Myriad Canada. Le troisième volet de notre action, c'est de rassembler une expertise pour améliorer le soutien aux travailleurs humanitaires et en particulier le soutien en santé mentale. Car face à ce monde de plus en plus violent, on doit travailler sur des stratégies de résilience collective et personnelle. Nous avons la conviction que les meilleures pratiques de soutien au personnel humanitaire devraient être accessibles à toutes et à tous, et pas seulement aux agences les mieux financées, ce qui est le cas actuellement. Car il y a là, encore une fois, malheureusement, une inéquité entre un humanitaire employé par une agence internationale et un ou une collègue employée par des structures locales qui n'ont pas forcément accès au même soutien. Le quatrième volet, c'est sans doute le plus difficile, j'espère qu'on en débattra. On voudrait ouvrir le débat sur l'impunité, presque quasi totale, l'impunité des auteurs, avec des experts juridiques, et on espère que d'autres nous rejoindront. Nous examinons actuellement, et nous essayons de détailler les voies légales possibles, disponibles pour les organisations, mais aussi pour les individus, pour celles et ceux qui souhaitent réclamer justice. La justice, c'est difficile, c'est le temps long, ça coûte cher aussi parfois, donc là aussi on a besoin de votre soutien. Et je donnerai juste un autre exemple. Peu de gens savent que depuis 3 mois, plus d'une vingtaine de travailleurs humanitaires et défenseurs des droits humains sont détenus de manière arbitraire dans le nord du Yémen par les Houthis. Ils sont également sans contact avec leurs proches, dans un silence de la communauté internationale relativement étonnant, accusés également d'être des espions et probablement utilisés comme moyen de pression sur leurs organisations ou sur les pays dont sont issues ces organisations. Il est difficile de tolérer de voir d'autres collègues traverser cette même épreuve et de voir que chaque ONG et chaque organisme pour l'instant gère ce genre de choses de manière en silo, c'est-à-dire de manière solitaire. Le personnel de l'ONU, qui est également détenu à l'heure actuelle au Yémen, et les 2 organisations internationales concernées reçoivent à peine de l'attention pour leur personnel qui vit l'injustice. Mais qu'en est-il des ONG yéménites, dont plusieurs sont également détenus? Qui parle d'eux? Qui les entend? Sans une structure capable de porter leur voix, cette injustice sera subie dans le silence. Enfin, et ces derniers volets, nous souhaiterions offrir un forum qui puisse être une voix forte, celle justement des victimes et des survivants et survivantes, car nous pensons qu'il devrait être au centre des efforts de plaidoyer pour la protection du personnel humanitaire. Ça ne doit pas être une conversation à Paris, à Genève, à New York ou dans les grandes capitales. Il faut qu'on entende les voix des Soudanais du Soudan, des Maliens au Mali, des Afghans et des Afghans en Afghanistan qui ont extrêmement beaucoup de mal à faire respecter le droit international et qui continuent de se battre dans des circonstances très difficiles. Je suis fermement convaincu que c'est en amplifiant les voix de celles et ceux qui sont sur le terrain et en défendant leur cause que nous pourrons favoriser un environnement de travail plus sûr, plus solidaire et plus équitable. Je vais terminer par une note d'espoir. C'est qu'il y a quelques changements ces derniers mois qui indiquent qu'il y a un début de prise de conscience au niveau mondial de l'urgence de la question. Il y a eu tout d'abord, en mai de cette année, une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2730, qui a été présentée et portée par la Suisse et qui appelle à une intensification des efforts mondiaux pour protéger le personnel humanitaire. La Suisse et le Conseil maintenant de sécurité des Nations Unies a demandé au secrétaire général, M. Guterres, de fournir d'ici la fin de l'année des recommandations pour prévenir et répondre aux incidents, pour renforcer la protection du personnel humanitaire, y compris le personnel national,
et pour lutter contre l'impunité. On a relayé ces demandes également cette semaine au Canada et on espère qu'ils se mobilisent également sur cette question. Nous avons aussi, c'est le deuxième volet, vu le mois qui a suivi, en juin, une initiative interagence qui a rassemblé plus de 400 ONG, dont Médecins du Monde et plein d'autres, Project également, appelant à une meilleure protection des civils et du personnel humanitaire. Alors oui, les conventions de Genève ont 75 ans, 75 ans, selon les pays, et nous sommes confrontés à des défis sans précédent. Mais l'obligation des parties à un conflit de protéger et de respecter le personnel humanitaire est plus que jamais d'actualité. Nous avons besoin de plus que des communiqués de presse et des déclarations appelant au respect du droit international humanitaire. Il faut plus que des promesses, il faut des actions concrètes et un soutien accru aux humanitaires sur le terrain, aux survivants et aux survivantes. De manière assez similaire à la conclusion qui avait été faite par Chloé, je conclurai en disant qu'en dépit de tous les défis, je suis fermement convaincu que c'est l'unité de notre communauté, la communauté humanitaire, unité dans sa diversité, mais unité quand même, qui a un pouvoir immense. Et pour celles et ceux d'entre nous qui ont survécu certains événements difficiles, le témoignage peut nous aider à donner sens à ces expériences traumatiques. Et en particulier, ça nous donne beaucoup de sens et beaucoup d'énergie de nous engager auprès des collègues, celles et ceux qui continuent encore, aujourd'hui, demain, qui ont le courage de continuer le combat, de sortir de chez eux pour aider les communautés dans le besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. D'assurer la logistique en même temps. Merci beaucoup Olivier. On va passer à la partie discussion de notre soirée, où on va avoir plusieurs rounds de questions auxquelles nos panélistes vont répondre sur la base de leurs expériences et de leurs expertises propres. Je voudrais commencer en fait par faire un peu une réaction au portrait général que Olivier vient de brosser, puis au contexte que vous connaissez déjà. Évidemment. Peut-être commencer par Achak. Tu as travaillé au Sahel, tu travailles beaucoup en Afrique de l'Est aussi maintenant. Qu'est-ce que ça évoque pour toi le portrait qu'Olivier a fait ressortir et ce serait quoi les grandes priorités pour toi auxquelles on devrait s'intéresser justement quand on parle de la protection des travailleurs humanitaires et des soignants? Merci beaucoup. Merci Chloé, merci beaucoup Nadia pour l'invitation. Déjà Olivier, je te remercie pour la générosité de ta prestation, de ton témoignage. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, surtout quand tu as parlé notamment du Mali. On vit encore un contexte très difficile au Mali, j'y étais il y a quelques semaines. On vient malheureusement d'annuler l'émission pour les prochaines semaines, le contexte qui s'aggrave et les inquiétudes qu'on a pour notre personnel. De pouvoir travailler là-bas, on a dû aussi limiter l'émission du personnel national. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit au Mali, ce qu'on voit dans plusieurs pays, plusieurs régions du monde, c'est ce sentiment d'instrumentalisation de l'aide humanitaire. Et cette instrumentalisation a pour conséquence cette érosion des valeurs et des principes de notre travail, les valeurs de neutralité et d'impartialité. Et quand on voit cette érosion prendre place, ça se traduit par des conflits avec les communautés, cette confiance qu'on a construite pendant des années
impact, ce manque de confiance en fait qui s'installe a un gros impact sur la sécurité de notre personnel et surtout le personnel national. Et ensuite, ce personnel national, en fait, leur sécurité elle est compromise, qui veut aussi dire que l'accès aux communautés, l'accès aux corridors humanitaires est aussi compromis. Donc c'est vraiment cette instrumentalisation qui semble détruire tout le travail qu'on a construit à travers le DIH et à travers toutes les opérations et les programmes pendant des années et des années. Et donc je pense que c'est à ce niveau-là où le témoignage d'Olivier me touche particulièrement parce que c'est vraiment la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pourrais parler des mesures qu'on est en train de mettre en place. Je pense que collectivement, on souhaite tout mettre en place et surtout à travers l'Alliance Protect Humanitarian. Mais je pense qu'aujourd'hui, la grande priorité, c'est de voir comment on peut éviter cette instrumentalisation de l'aide humanitaire. Merci beaucoup. François, l'OCA a fêté ses 15 ans cette année. Donc à titre un peu d'observateur justement et de chercheur, je voulais un peu que tu nous expliques un peu les choses les plus saillantes qui te préoccupent toi, à la lumière aussi de ces deux témoignages-là. Merci à Mathilde Dumont pour l'invitation. Olivier, dans son message, son discours est un appel à l'action, à voir les applaudissements et le nombre de personnes un jeudi soir, 30 degrés à Montréal, c'est rassurant pour l'appel à l'action. On aurait essayé de faire ça à l'ICAM, on n'aurait pas eu le temps de je le dis tout de suite, donc bravo. Je le fais oui, comme chercheur, mais sur l'étiquette, d'ailleurs, ça m'a rappelé des souvenirs. Je suis aussi un ancien humanitaire, comme on disait un peu en introduction. Et je pense que pour qui fait ce métier-là assez longtemps dans des endroits complexes, vite ou tard, des situations, soi-même, les équipes, le personnel local, évidemment, qui est central à tout l'appareil international. Je remets ma tête de chercheur quand je regarde les données que vous avez tous vues. On connaît tout un peu la géopolitique mondiale. Ce qu'on observe dans la perte de légitimité du droit international, pour l'appeler comme ça, c'est un phénomène qui est mondial, qui est géopolitique. Et quand on regarde les données sur le nombre de victimes et d'attaques ciblées des humanitaires, si vous regardez bien, il y a une nette augmentation à partir de 2001. Donc septembre 2001 a transformé donc, les attaques de New York, pas tant les attaques eux-mêmes, mais le fait que la politique étrangère américaine, à partir de cette étape-là, avec ou contre nous, a forcé une politisation humanitaire d'une certaine façon. Ça existait déjà, ça va toujours exister, mais cette instrumentalisation forçant les organisations humanitaires internationales, notamment, oui, présentes en Afghanistan, mais pas que, a forcé de prendre un côté. Vous voulez avoir du financement, vous voulez avoir accès à des territoires, etc., à ce moment-là, vous faites partie de la stratégie pour gagner une guerre, et non pas d'une stratégie impartiale pour des organisations qui ont pour vocation essentiellement de protéger les civils notamment. Et ça, depuis ce temps-là, il y a un phénomène qui semble assez irréversible. Certes, oui, il y a une augmentation des humanitaires, mais ça a gardé en tête parce que partout dans le monde, quand on regarde les données, notamment oui, sur les personnes déplacées, sur le nombre de personnes qui n'ont pas accès à la protection, sur des zones complètes, voire des territoires, des continents, des morceaux de continents dont l'état de droit n'existe plus, c'est impossible je ne dirais pas impossible parce qu'on regarde l'espoir. C'est extrêmement difficile d'imaginer comment dans ces territoires on puisse prendre une convention de Genève, prendre n'importe quel juriste en disant voilà, j'ai été menacé, stalké, enlevé, etc. Puis tu es malheureusement un exemple tragique de ce manque de considération-là. Et pourtant, malgré tout, comme tu le dis, sans rien enlever à vos drames, il y a eu une pression internationale incroyable pendant ce temps. Au moment où on se parle, il y a encore des centaines de personnes kidnappées, enlevées, torturées, pour qui n'ont pas ça. Alors, on a devoir une responsabilité avec le projet que tu suggères, et je l'appuie entièrement, parce que ça vaut, parce que si ce n'est pas de la communauté humanitaire, ce ne seront pas les États. Comme on voit que le Canada, par exemple, est tellement mou actuellement, avec les résolutions au Conseil de sécurité sur ce qui se passe, entre autres, avec l'occupation illégale en Cisjordanie, pour ne nommer que ça. Donc, si, pour un cas si flagrant, avec toutes les caméras du monde entier figées là, où on observe les
crimes de guerre sur les populations civiles, mais les humanitaires, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Je ne vois pas comment on peut frapper dans le bureau de Justin Trudeau, Mélanie Joly, voire éventuellement de la présidente Harris, pour lui expliquer qu'il faut que les choses changent. Parce que c'est maintenant, ça n'arrive pas. Alors, on doit prendre une part de responsabilité au milieu des organisations et la mobilisation consensuelle, elle est centrale parce qu'on je ne crois pas qu'on ne peut rien attendre des États de ce côté. Merci. Et justement, Olivier, c'est ce que tu as mis en exact dans ton intervention, c'est ce sens de la responsabilité collective un petit peu. Je voudrais peut-être t'entendre parler un peu de ça, pour faire du pouce sur ce que disait François. Il y a des choses qu'on peut attendre des États, d'autres choses qui ne se passeront pas. Donc comment on est une communauté d'humanitaires, il y a peut-être d'autres personnes, d'autres ONG ici ce soir. Quel message un peu tu peux nous passer en tant que membre de cette communauté-là? Plein de choses. Je pense qu'en effet, moi ce qui me frappe en effet dans ce qui m'intéresse au travers du petit projet Protect Humanitarian, c'est vraiment l'après-incident et comment ce genre de choses est géré dans la communauté humanitaire. Et je pense qu'on est encore dans une culture où chaque structure va gérer ça de sa façon, avec ses propres moyens. Et on n'a pas suffisamment la culture entre guillemets du partage. Alors oui, ce sont des enjeux parfois sensibles dans certains contextes, mais je pense qu'au moins au niveau des expertises techniques et des outils, on devrait davantage partager. Donc c'est justement un des volets qu'on veut pousser avec le texte, c'est justement là le CICR, la Croix-Rouge, mais également l'ADN, mais en gros on invite tous les acteurs humanitaires et aussi les académiques à se mettre ensemble plus sur l'après, sur ce volet soutien aux équipes qui, on va dire, dégustent quand même depuis pas mal de temps, mais sur certains contextes c'est très dur depuis plusieurs années maintenant et qui ont besoin davantage de soutien. On voudrait simplement analyser qu'est-ce qui fonctionne, s'inspirer en effet des agences qui ont plus de financement et qui ont plus de moyens pour mettre en œuvre là-dessus et essayer de développer les bonnes pratiques pour les rendre accessibles à la communauté plus large. Donc décloisonner un petit peu. Et ça, je pense que c'est possible. Voilà, je peux me planter, on se reverra dans un an. Mais là, on a enclenché une dynamique avec des ateliers de travail où on va inviter les acteurs humanitaires, mais aussi les coordinations d'acteurs locaux et nationaux dès le début du projet. Et donc pas une approche top-down non plus, une approche qu'on va faire ensemble. On va aussi entendre qu'est-ce que ça veut dire être soutenu en tant qu'humanitaire dans un contexte précis, parce que parfois peut-être le soutien en santé mentale conçu à Paris ou à Montréal n'est peut-être pas forcément ce dont les collègues ont besoin. Et donc voilà, je pense que c'est important de créer ces espaces de conversation parce que chaque structure en fait se sent très seule dans la gestion d'incidents critiques. Je pense encore une fois, il y a peut-être ici des personnes qui ont été dans des postes de responsabilité de mission, mais aussi de responsabilité d'organisation ONG. Quand on a des incidents durs, on se sent très seul. Et donc je pense que c'est important d'ouvrir des sas un peu pour, pas pendant l'incident critique, parce que là chacun va gérer, mais de pouvoir en parler, en discuter par la suite, les leçons apprises, améliorer les pratiques, parce que malheureusement on le voit, c'est devenu récurrent. Et les plus petites structures n'ont pas forcément ces expertises et elles ne sont pas forcément toujours aussi adaptées au contexte. Donc je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais l'idée c'est vraiment de décloisonner, c'est de faire parler les structures entre elles, avec ce souci d'être au plus près des réalités du terrain, de ce que vivent mes collègues, qu'ils soient au Soudan, au Mali, en effet. Dans tout le Sahel, ça devient très compliqué. Et peut-être que je rajouterais juste aussi quelque chose qui n'apparaît pas là, parce qu'on est vraiment sur des chiffres très, très durs, donc tués, blessés, kidnappés, c'est vraiment
les choses les plus mesurables, malheureusement. Mais il y a aussi tout ce qui se passe sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, où il y a énormément de messages qui sèment le doute sur, et ça devient un vrai enjeu pour la communauté humanitaire, c'est la question de la gestion de l'information et de toute la communication qui est faite autour des actions, où il y a très régulièrement maintenant, dans certains contextes, très clairement des cibles qui sont mises sur des ONG avec des gens qui ont très certainement un intérêt à faire ça, mais qui accusent telle structure, tel collègue, parfois même des structures nationales, etc., d'avoir tel ou tel agenda. Et c'est un vrai enjeu de pouvoir gérer ça et de répondre à ce genre de choses-là. Et ça en particulier, c'est très présent pour l'instant sur le Sahel, en effet, où on veut très clairement, je pense qu'il y a des politiques en effet qui veulent déstabiliser et faire en sorte qu'il y ait moins d'acteurs société civile dans certains territoires. Merci. Et la question de la désinformation, en fait, on y reviendra aussi tout à l'heure, parce que ça vaut la peine de la creuser. Je vais revenir à Rachak, et justement, ça va être de discuter peut-être un peu plus en profondeur de la situation de nos collègues locaux et de nos partenaires locaux aussi. On a parlé de confiance tout à l'heure, on en parlait aussi avec d'autres collègues cette semaine. On ressent aussi des bris de confiance entre nos bailleurs de fonds, les ONG internationales, les employés locaux, les partenaires locaux. Donc comment est-ce qu'on travaille à rétablir cette confiance-là? Et puis aussi, quels enjeux nos collègues qui sont du pays dans lequel ils travaillent rencontrent de manière vraiment spécifique également. Donc je vais t'entendre à chaque sur ton expérience. Oui, merci. En fait, c'est une très bonne question et quand on a discuté initialement, ça m'a ramené au moment du Covid. Donc je venais de revenir au Canada et le Covid a déclenché. Je pense qu'on ne peut pas nier que collectivement, au Canada, en occidental, désolé pour le mot, mais on a essentiellement pété un câble. On a tous pété un câble chez nous, dans le travail, tout ça, on a eu beaucoup de difficultés à gérer. Et ça m'a fait penser à deux choses. La première chose, c'est le mot résilience qu'on utilise. On dit souvent qu'on essaie de renforcer la résilience des communautés en Afrique. Et cette période de Covid m'a vraiment fait penser à ce mot résilience. Et comment est-ce que nous, au Canada, on peut vraiment se dire qu'on est résilient comparativement aux communautés avec lesquelles on travaille? Et dans ces communautés, il y a tous les acteurs locaux, humanitaires qui font partie de ces communautés, qui ont été impactés depuis des années et des années. Je pense à ma famille, tous les mouvements de population qu'on a eus, qui m'ont moi-même amené ici au Canada. Je pense à ma mère, qui a été impactée par tout ça aussi, avec 4 enfants, de se retrouver ici au Canada, sans l'éducation et tout ça. Donc ces communautés avec lesquelles on travaille, et surtout nos collègues humanitaires qui sont là-dedans, ils ont ce niveau de proximité que nous, on n'a pas en tant que soi-disant expatriés. Donc je pense que ça, c'est le plus gros enjeu dans leur quotidien, parce qu'ils sont impactés par les crises autour d'eux. Donc ça peut être une crise violente, ça peut être un désastre naturel, earthquake, tout ça qui les impacte, et qui a vraiment un impact au quotidien, qui rend leur vie difficile, et en plus, ils doivent continuer à travailler. Les mesures de sécurité que l'on bénéficie ne sont pas les mêmes. Donc, il y a vraiment c'est vraiment déconnecté entre nos mesures de sécurité et les mesures de sécurité des travailleurs locaux. Ils ont aussi des pressions sociales et culturelles. On en a parlé justement à l'UQAM, que souvent dans des situations de crise, les rôles entre les gens deviennent encore plus figés. Où les femmes doivent se retrouver dans des rôles encore plus traditionnels que les hommes. On le voit par exemple en administration aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui rend encore la vie de leur travail au quotidien beaucoup plus difficile. Il y a évidemment le fardeau psychosocial. On en a parlé au niveau du projet Climat-Écologie, parce que justement, en fait, l'accès à ces services de santé, l'accès à ces services psychosociaux, en fait, est largement inexistant pour nos collègues dans différents pays. Et ensuite aussi la mobilité professionnelle et la capacité de tout simplement quitter le pays qui n'existe pas pour beaucoup de cas. Donc en fait, tu es un peu emprisonné dans ta propre circonstance. Tu n'as pas le choix d'aller travailler, tu as besoin de ton salaire, tu dois soutenir ta famille, tout ça. Donc c'est vraiment tous ces enjeux qui rendent la vie beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est important qu'on réussisse à en parler et qu'on développe pour
C'est toujours la question du double standard qui revient beaucoup. On va en parler sous différents angles. Double standard entre les internationaux, les nationaux, etc. François, ton expérience de chercheur, est-ce que tu as des exemples de recherche qui nous éclairent un petit peu là-dessus, justement, et peut-être des bonnes pratiques aussi? Oui, en fait, effectivement, je vais tout entier, il y a peut-être un peu moins humaine et peut-être plus managériale. Le transfert du risque, donc ce qu'on appelle le transfert du risque, est quelque chose qui existe partout, ça existe chez nous, mais dans le milieu international particulièrement et dans le milieu humanitaire, du développement en général, c'est assez je crois que c'est une norme, le transfert du risque. Maintenant, ce transfert du risque, on a observé, comme je le disais tout à l'heure, c'est particulièrement a été exacerbé par les politiques post-septembre 2001, où des opérations ou présence à apparence occidentale notamment ne pouvaient pas être possibles. Ou des organisations qui, même s'il y avait la Croix-Rouge, tout d'un coup perdait cette ambiance de neutralité, étant donné la tournure qu'a eue avec ou contre nous, notamment les Américains, le Canada n'y a pas échappé, de tous les pays occidentaux. L'effet de la pandémie, tu l'as mentionné clairement, est un autre phénomène qui a exacerbé ce transfert du risque, dans le sens où on s'est retrouvé dans notre domaine à nous du jour au lendemain à pouvoir voyager ou à peu près, et à ce moment-là, le transfert du risque devenait une nécessité opérationnelle absolue, parce qu'on ne pouvait compter carrément que sur les gens qui étaient sur place, soit sur les expatriés qui étaient restés, mais évidemment sur l'essentiel des équipes terrain, des bureaux locaux qui forçaient ce transfert du risque-là. Il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est peut-être un petit morceau un peu plus spécifique à ton domaine, et ce qu'on appelle le Grand Bargain, donc aussi forcer ce transfert du risque. Le Grand Bargain, c'est une espèce d'entente internationale où les bailleurs de fonds et les grandes organisations humanitaires, donc toute la communauté de pratique, s'est entendu pour faire ce qu'on appelle localiser l'aide, donc décentraliser l'aide, la désoccidentaliser d'une certaine façon, c'est-à-dire de prendre les ressources du Nord, si je caricature, et de transférer vers les Sud, ce qui, a priori, est fondamental. Mais en mettant en parallèle notamment la pandémie et en mettant en parallèle aussi des processus qui n'étaient pas pensés pour le faire, qui étaient faits notamment sur des enjeux de sécurité, non pas seulement sur des enjeux de transfert de pouvoir, mais ce qui s'appelle le transfert de pouvoir maintenant, dans mon jargon académique, on appelle ça de la sous-traitance du risque. Donc on va sous-traiter le risque à des organisations humanitaires qui sont parfois des entités qui ont des gouvernances distinctes, qui ont des contrats avec des employés locaux, qui est régi par des droits domestiques nationaux, pour la plupart avec des assurances plus ou moins importantes, voire inexistantes. Alors c'est sûr que les barèmes ne peuvent pas être les mêmes, malheureusement. Vous comprenez? Donc si moi je travaille à l'UQAM, j'ai des assurances, mon employeur, si je voyage à l'étranger, etc. Si on sous-traite un consultant ou un employé ou même une entité de recherche à l'extérieur du pays, on vient sous-traiter aussi non seulement cette personne-là, mais le risque et tout ce qui va avec, donc la responsabilité de compagnies d'assurance quelconques qui vont être assujetties à répondre, le cas échéant, à des enjeux d'incidents critiques. Et ça, là, c'est ce qui explique en grande partie le morcellement. Alors, si tout avait été pensé en anticipation et pas fait sur le coup de l'urgence, notamment de la pandémie, de pression politique avec le Grand Bargain, etc., puis la politique américaine, pas juste américaine, c'est pas chez eux les grands méchants, mais occidentale, on en fait partie, de vouloir transférer le risque sur des partenaires du Sud qui n'ont pas de moyens, essentiellement très souvent financiers, juridiques, pour se protéger dans leurs propres conditions. Alors, ça fait effectivement plusieurs types de droits ou de protection, selon si on est assis dans un bureau à Montréal et on voyage à l'étranger de temps en temps, selon si on est employé locaux, puis on est citoyen du pays en question, etc., avec toutes les cas de figure que vous pouvez imaginer. Ceux qui travaillent dans le domaine, vous le savez. Alors, tout ça complexifie énormément toute forme d'initiative qui se veut d'essayer d'être équitable dans l'univers de l'humanitaire, parce qu'il y a des enjeux très managériaux, juridiques, de contrats, de financement. Et si vous êtes financé par le gouvernement canadien, et plusieurs d'entre vous le savez très bien, évidemment, quand il y a le cas de gérer des contrats d'entités locales, là, on passe ailleurs. Ce n'est pas évidemment les assurances qu'on a chez nous qui vont nécessairement se déployer localement. Donc, une personne locale pour un même accident critique est beaucoup plus
vulnérable qu'une personne internationale, quoi que l'on dise. Et malheureusement, au moment où on se parle, il n'y a pas de solution très simple, si ce n'est très certainement, je pense que le projet d'Olivier là-dessus vient répondre en partie à ça de manière très concrète, c'est d'essayer d'avoir une harmonisation dans la communauté pratique. Il faut désorganiser, donc enlever les systèmes des organisations, des structures politiques qui sont nécessaires évidemment pour que les organisations existent, mais au niveau de la protection des humanitaires, il faut que ce soit la communauté pratique qui puisse trouver des moyens de protection et que les organisations, comme MDR le fait, soutiennent ces initiatives-là et de la communauté pratique, parce qu'évidemment, des initiatives comme celle d'Olivier, il ne le dira pas parce qu'il est très modeste, mais ont besoin de ressources financières, évidemment. Et Olivier, en moi tu nous as compris, n'imprime pas de l'argent. Alors c'est sûr que ça va nécessiter un soutien énorme et de bailleurs de fonds, de philanthropes, d'organisations qui vont créer cette communauté, comme Reporters sans frontières a été créé aussi à une certaine époque. Moi, je vais faire un petit jeu pour toi. Merci François. Et justement, Olivier t'en parlait tout à l'heure, tu parlais des voix locales, que oui, il fallait peut-être rebalancer les pouvoirs et les systèmes de protection, mais que ça ne pouvait pas se faire juste à partir de New York, Montréal, Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as en tête? Oui, sachant que je ne suis pas le meilleur représentant des voix locales, mais ça fait partie en effet de ce qu'on voudrait amener, en tout cas sur le volet encore une fois de l'après-incident, c'est-à-dire d'avoir davantage de témoignages de personnes qui ont été victimes dans le cadre de leur activité humanitaire et que ce panel-là peut être représentatif au final de ce qu'on a vu en termes de chiffres, parce que voilà, je remercie la direction de l'équipe pour l'invitation, mais d'une certaine manière, moi je suis dans l'extrême minorité, je suis dans les 5% des personnes internationales qui ont été touchées, et donc je fais le vœu que peut-être en effet l'année prochaine, aussi dans les panels et dans les débats, on puisse avoir des acteurs locaux présents. C'est pas toujours facile, mais je sais qu'il y a une vraie volonté, ça je pense qu'on la sent tous et toutes dans nos différentes organisations. C'est parfois encore un peu sensible, parfois encore un peu compliqué, mais il y a cette vraie volonté, je pense, des acteurs locaux de prendre la parole. Et je pense qu'on doit, en tant qu'organisation internationale, faciliter cela et ne pas résister cela. Et je pense que dans ce qu'on appelle la réduction des risques, donc c'est un peu plus une approche sur les questions des études, on parle de nothing about us without us. Donc je pense qu'on doit être davantage dans l'empowerment, dans le fait de nous voir, peut-être de réduire un peu notre ambition en tant qu'internationaux et d'être davantage des courroies de transmission qui ne sont que des facilitateurs des paroles des collègues sur les terrains vers en effet les capitales où en effet il y a des enjeux de ressources et des enjeux de politique qui doivent être discutés. Voilà, donc je pense que c'est un vaste chantier. Je pense qu'il y a déjà des coalitions d'acteurs du Sud qui poussent pour ça, pour prendre la parole, qui essaient, et dans ce que François décrivait aussi, le Grand Bargain, il y a tout cet agenda d'organisation, mais en fait on voit que c'est un des éléments d'ailleurs sur lesquels pour l'instant la communauté humanitaire n'avance pas suffisamment vite. Donc on est encore vraiment dans un modèle, dans l'action humanitaire en particulier, très dominé par quelques grosses agences, toutes basées dans les pays occidentaux, qui vont ramasser l'essentiel des financements de pays occidentaux pour mettre en œuvre des projets. Et je pense qu'on va voir de toute façon davantage d'acteurs nationaux faire des réponses humanitaires, et à un moment donné, ces personnes-là voudront être directement à la table des négociations, et je pense qu'on doit ne pas résister à ça, mais au contraire le favoriser. Parce que les quelques endroits peut-être où on ne veut pas voir la société civile répondre, où il y aurait des abus qu'on voudrait cacher, dans ces contextes-là, évidemment, eux jouent là-dessus, jouent sur le fait que l'aide humanitaire est une notion, comme pourraient l'être les droits humains, serait une notion qui appartiendrait à un certain nombre de pays.
moi, je ne pense pas. Je n'ai pas encore perdu mon espoir là-dessus. Je pense que l'aide humanitaire, c'est simplement la traduction de ce qu'on retrouve dans toutes les communautés où il y a des hommes et des femmes. C'est l'idée de l'entraide et que c'est une loi de la nature qui est beaucoup plus forte que la loi du plus fort. C'est que les gens ont envie de s'entraider. L'action humanitaire n'est qu'une traduction organisationnelle de cela. Et pour moi, en tout cas, elle n'a pas de drapeau, ni de couleur de peau, ni de religion. Et je pense qu'on doit aussi, nous, dans nos représentations des gens qui sont sur les podiums et dans les gens qui prennent la parole, on doit avoir cette préoccupation, la représentativité. Et on voit souvent qu'effectivement, les risques sont transférés, la redevabilité envers le haut est transféré, mais pas les ressources, pas le pouvoir, pas le micro. Merci beaucoup. Je voulais justement qu'on discute un peu aussi, parce qu'on peut regarder les enjeux de protection des humanitaires et des soignants comme des enjeux internes à nos organisations. On doit améliorer la sécurité, éviter les transferts de risques, etc. Mais, tu le rappelais bien, Olivier, ça se fait dans un contexte où il y a un mépris du droit international humanitaire, des violences contre les civils, contre les humanitaires et les soignants qui sont de plus en plus nombreuses. Je vais prendre l'exemple de la dernière année pour nous ici dans la communauté humanitaire canadienne sur le travail de plaidoyer qu'on essaye de faire sur la situation à Gaza, où on est plusieurs organisations à avoir des opérations, des collègues gazaouis essentiellement, où de nombreuses lignes ont été franchies mois après mois. On a essayé d'être assez inventif sur la façon dont on rapporte les choses, les angles qu'on prend, les demandes qui sont faites, etc. Mais on arrive à bientôt 12 mois et évidemment la conclusion elle n'est pas bonne du tout. Donc je voulais discuter un peu avec vous aussi, trois. On peut se laisser abattre et puis rentrer chez soi. Mais je pense qu'on a tous aussi de l'espoir qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Et voir un peu comment est-ce qu'on renvoie quand même certaines responsabilités aux États. Comment peut-être qu'on réinvente aussi un système de valeurs, etc. On parlait d'érosion tout à l'heure. Donc peut-être à chaque, je sais que c'était les 75 ans, pour le dire comme ça, des conventions de Genève aussi cette année. Comment un peu au mouvement de la Croix-Rouge, on a vu les op-ed qui sont sortis dans le New York Times, le Guardian récemment, où le mouvement de la Croix-Rouge s'engage vraiment sur cette protection des humanitaires. Donc je voulais entendre un petit peu les discussions qui sont en train d'avoir lieu et puis les priorités peut-être qui sont établies. C'est une excellente question, c'est une très grande question. Donc je pense qu'à la base, quand on parle de droit international humanitaire, en fait, il y a deux parties qui se rejoignent. Et c'est vraiment la difficulté, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre ces deux parties. Donc la première partie, c'est justement qu'on vit dans un monde où on doit reconnaître, le droit international humanitaire reconnaît qu'il va y avoir des gros conflits dans le monde et qu'il va y avoir des violences dans ces conflits. On nie pas que ça va exister. Donc c'est important de l'accepter. La deuxième partie du droit international humanitaire, c'est de tout faire pour ne pas déshumaniser. Donc le droit international humanitaire, c'est l'humanité, de ne pas déshumaniser les populations civiles qui sont confrontées à ces conflits. Et aujourd'hui, l'érosion est justement à ce niveau parce qu'on a le sentiment qu'on est en train de perdre cet équilibre. Il y a le gros côté négatif qu'on voit, en tout cas dans les nouvelles et tout ça, dans le travail quotidien. Il y a aussi, je suis aussi quelqu'un d'assez optimiste comme Olivier, il y a aussi cette prise de conscience collective que je pense, en tout cas dans ma génération, qu'on n'a jamais vraiment vécu. Aujourd'hui, avec ce transfert de risque vers les populations locales, nos partenaires nationaux, il y a un manque d'harmonisation. Donc, tu as parlé de la communauté pratique et l'harmonisation. Il y a un manque d'harmonisation qui s'agrandit pour le moment en termes de ressources qui sont aussi transférées vers ces communautés locales. Aujourd'hui, dans le court terme, je pense que c'est effectivement un transfert de ressources qui est nécessaire pour pouvoir mettre en place les systèmes de sécurité, mettre en place les systèmes d'accès à l'information, mettre en place tous les systèmes nécessaires pour assurer une meilleure protection des travailleurs humains.
Mais dans le long terme aussi, il va falloir qu'on soutienne nos partenaires locaux à pouvoir s'autonomiser, avoir accès à des ressources qui ne viennent pas forcément des pays occidentaux. Parce que justement, il va y avoir des sanctions qui vont être imposées vers nous. On a vu en Afghanistan, des sanctions ont été imposées. Du jour au lendemain, on ne peut plus travailler avec les Afghans. Mais c'était le pire moment d'avoir pu travailler. Ça fait beaucoup de temps pour remettre les systèmes en place et tout ça. Donc je pense que cet équilibre, ça fait grande partie des discussions avec nous au niveau de la Croix-Rouge développement. Il y a aussi la conférence internationale qu'on organise tous les 4 ans, qui sont effectivement autour des conventions de Genève. C'est aussi un des rares moments, peut-être à l'extérieur même de l'ONU, où on réussit à mobiliser tous les pouvoirs étatiques, donc les gouvernements, mais aussi les autorités, donc justement le Taliban, l'État d'Israël, les autorités palestiniennes. On espère qu'ils vont se réunir et justement travailler sur cette résolution et avoir une avancée significative pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc grosso modo, c'est ça, mais effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Merci à chacun. François, sur l'espace humanitaire, justement, comment est-ce qu'on le défend aujourd'hui? Juste rebondir, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide dit oui, mais si la Cour pénale internationale n'a pas de mordant coercitif pour porter en justice les criminels de guerre, des chefs d'État comme n'importe quel homme qui a tué quelqu'un dans une hiérarchie militaire quelconque, malheureusement, on reste dans l'impunité. Tant qu'on reste dans l'impunité, c'est comme si sur l'autoroute, tout le monde roule à 150, c'est pas sur tout le monde roule à 150. Donc, ce qui est en train de se passer dans le secteur d'activité, dans les temps d'opérations complexes actuellement, là, je ne suis même pas un mauvais parallèle, c'est que tout le monde va à 150 km/h, on se fiche éperdument de frapper des gens comme par hasard, des effets collatéraux. Puis ce qu'on voit actuellement avec les médias, puis ça, c'est une chance inouïe, ce qu'on est en train d'observer, puis je le dis en tout respect, c'est-à-dire que pendant, ça va faire une année maintenant que tous les écrans de la planète sont sur un même sujet où on a une crise humanitaire pratiquement directe, où on peut écouter toutes les versions de l'histoire, et malgré ça, il se passe rien, je continue à le dire. Et ça, ce qui se passe en Palestine, c'est une situation parmi combien, déjà, peut-être une centaine d'autres importantes sur la planète, là, à différents endroits. Donc, moi, je suis plutôt ouvert à moitié plein. À moitié vide, pardon. Je vous dirais que la responsabilité de l'espace humanitaire, c'est cette espèce de conviction qu'on a eue à une certaine époque dans les années 2000, qu'on avait un sentiment, surtout moi j'étais jeune et j'étais humanitaire, qu'on avait un sentiment que l'espace humanitaire nous protégeait de facto. C'était cette entité virtuelle où moi je suis humanitaire, j'entends les balles, tout ça, mais moi je suis protégé comme par magie, il va rien m'arriver. Et je crois que naïvement, avant, encore une fois 2001, ce moment-là a existé avec plus ou moins de raisons, mais depuis, je pense que d'ailleurs, dans le milieu académique, le Humanitarian Space, on ne débat plus là-dessus. Je crois qu'on a acquiescé que c'était un moment de gloire passé de l'humanitaire. Je vais peut-être revenir sur des enjeux peut-être plus pratiques, parce que la conversation se termine bientôt. La sécurité du personnel dans les organisations, c'est une triple responsabilité. C'est une responsabilité des humanitaires eux-mêmes, tant locaux qu'internationaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez une décision de travailler pour une organisation, parfois vous n'avez peut-être pas le choix. Si vous êtes actuellement à Gaza, ça fait partie pratiquement de l'effort collectif de sauver les uns et les autres. Mais si vous travaillez, vous avez le choix de travailler, il y a une part de responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a un code d'éthique, déontologique, etc. Puis parfois, il faut dire, les humanitaires, comme des piétons dans la rue à Montréal, des fois, ils traversent là où il ne faudrait pas qu'ils traversent. Mais non, les humanitaires ne font pas ça. Mais oui, il y a une responsabilité dans les statistiques qu'on voit qui est très personnelle, individuelle, et ça n'a pas de diplôme, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de passeport. Des bêtises, on en a tous fait à un moment donné, puis voilà. Il y a une responsabilité des organisations à travers ce qu'on appelle l'obligation de diligence, le duty of care, dans laquelle, quand l'organisation embauche quelqu'un, elle est responsable de lui donner toute l'information nécessaire pour son déploiement, pour que si elle part, on va dans un secteur, dans une mission quelconque, elle prend une décision éclairée et qu'on lui fournit l'information nécessaire pour réduire les risques, les probabilités d'un incident, etc., etc. Et la troisième responsabilité, c'est par exemple ce qu'on appelle communément les États, mais dans un conflit, dans un contexte comme c'est souvent le cas où il n'y a pas d'État, où c'est des zones de guerre, c'est des no man's land,
évidemment, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Alors oui, on peut dire, on peut exiger des États-Unis quelque chose, du Canada quelque chose, mais en même temps, qu'est-ce que le Canada peut vraiment faire sur ce qui se passe à Gaza? Concrètement, absolument rien. La preuve, c'est qu'il fait rien. Donc, on est un peu prisonnier, je suis désolé, on est un peu prisonnier, je vais j'ai de la tête, je te donne votre réponse ensuite. On est prisonnier un peu de ce système-là, mais comme à chaque fois qu'il y a des responsabilités partagées en management, comme ça, ben, il y a toujours chevauchement, mais malheureusement très souvent des écarts. Et ce qu'il faut qu'on trouve, puis je pense qu'encore une fois, ton initiative vient porter une bonne réponse à ça, c'est qu'il faut répondre à ces écarts-là. Il faut effectivement solliciter les États à s'assurer que lorsqu'ils financent un projet ou une organisation, mais ils le financent jusqu'à la fin. Ça permet des ressources financières pour les organisations locales à se payer des assurances, des évacuations, du service de santé mentale, whatever they need. Et ça, malheureusement, on sait très bien que c'est jamais suffisant, que ça ne fait pas. On a appelle à l'avoir pour nos propres organisations ici au Canada. Donc, il y a un manque de ressources, très clairement. Il y a un manque de compréhension de la part de nos gestionnaires de l'administration publique à Ottawa, comme dans tous les grands bailleurs de fonds. Évidemment, ils font le mieux. L'aide internationale, vous savez, dans l'économie mondiale, c'est rien. Hein? Je veux dire, Bill Gates à lui seul donne 3 fois plus d'aide internationale que ce qu'on donne comme tous les pays réunis de l'OCDE. Alors, c'est à la fois pas grand-chose, ce qui fait que pour le Canada, dans son propre économie, en termes de décisions politiques avec les élections qui s'en viennent, c'est pas là. Heureusement, Olivier est là pour nous rappeler que c'est là, et ce genre de plaidoyer-là est nécessaire. Et il faut espérer, dans ces moments-là, parce qu'on rentre en élection, de sensibiliser des bons députés au bon moment, au bon endroit, pour qu'on ait des leviers éventuels à travers les États, pour qu'il y ait une responsabilité à ce niveau-là. Donc, individuel, organisationnel, éventuellement, étatique. Merci. Olivier, je voulais te faire revenir un petit peu sur les enjeux de la politisation de l'aide et de la désinformation. Tu en parlais un peu tout à l'heure. On a parlé du Yémen, on a vu ce qui s'est passé avec l'UNRWA aussi à Gaza. Je voulais t'entendre sur cet enjeu-là, un peu plus particulièrement. Quelque chose de plus précis ou pas? Ben peut-être, oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on navigue ça aujourd'hui? On parlait du Sahel tout à l'heure. Comment, en tant qu'acteur humanitaire, on essaye de lutter contre ces désinformations qui nous ciblent particulièrement dans des contextes où ce sont nos structures, nos équipes, etc., qui sont ciblées particulièrement? Alors, est-ce que j'ai réellement une solution là-dessus? Je suis pas sûr. Après, je pense par contre qu'à nouveau, on est sur, pour l'instant, je pense qu'on voit tous le risque, on voit cette nouvelle menace, et à nouveau, chaque structure, on va dire, va tenter de gérer entre guillemets son risque et le risque pour son équipe, et il n'y a pas pour l'instant vraiment une réponse sectorielle là-dessus. C'est-à-dire, en tout cas, je ne connais pas un endroit où les principaux acteurs de l'action humanitaire réfléchissent ensemble sur ces enjeux-là. Je voyais d'ailleurs récemment qu'en effet le CICR ouvre des postes là-dessus pour essayer de gérer ce qu'ils appellent harmful information, donc des informations néfastes qui peuvent toucher leurs opérations. Mais je regarde Médecins du Monde, mais je ne pense pas que Médecins du Monde ait la capacité d'engager encore des personnes en plus là-dessus. Et donc la question, encore une fois, c'est que des structures davantage dotées vont mieux s'équiper, et des structures moins bien dotées, de plus petite taille, ne vont pas avoir ces outils-là. Et donc moi, je pense, j'ai encore l'espoir. Je mets quand même beaucoup d'espoir dans ce processus avec la résolution qui est quand même plus forte. Je vous invite à la lire, c'est un peu juridique, mais la résolution 2730 qui a été votée, elle est intéressante parce c'est le double en longueur des précédentes, mais elle va beaucoup plus loin sur l'identification justement des nouveaux risques. Elle reconnaît réellement qu'il y a une vulnérabilité plus forte du personnel local et employé localement. Elle appelle les États non seulement à respecter le droit international, ce qu'ils font d'habitude, c'est surtout cet appel-là, mais elle demande maintenant aux États de mettre des moyens concrets, financiers, pour lutter contre l'impunité. Après, concrètement, comment ça va se traduire, je ne sais pas. Mais j'ai encore quand même espoir qu'il y ait un sursaut là-dessus et que quelques acteurs
se joignent à la Suisse pour essayer de pousser et de rendre, donner des dents au droit international humanitaire, je ne sais pas, mais de le rendre réellement applicable. Parce que là où je pense qu'il y a un vrai problème actuellement, et là où je pense que pour la communauté humanitaire, ça a été très difficile cette dernière année, c'est qu'on sent que ça craque un peu partout. On sent que les fondamentaux sur lesquels on se tenait debout, sont en train un peu quand même de s'effondrer. Et donc il y a un peu du soul searching, comme on dit, c'est-à-dire qu'on cherche un peu le nouveau souffle. Et je pense qu'il ne faut pas réinventer. Certaines personnes pensent qu'il faut développer les nouveaux outils juridiques, etc. En fait, moi je ne pense pas. Je pense que c'est d'ailleurs dangereux de démarrer ce genre de réflexion, mais par contre je pense qu'il faut renforcer en effet les fondamentaux. Il faut exiger, et ça on peut le faire par rapport au Canada, c'est que quand il y a des risques, par exemple de millénaire, il y a des décisions politiques qui peuvent soit améliorer la situation, soit amener des détériorations, et donc après c'est le commerce des armes, et la question aussi est-ce qu'on contribue à un effort de guerre quand on sait qu'il y a des violations du droit international, oui ou non, et donc ça c'est quelque chose où je pense que la société civile a un rôle à jouer, de tenir les responsables politiques redevables par rapport à ce que tu décrivais, qu'on voit en effet au quotidien sur les écrans télé. Donc voilà, je ne sais pas, je n'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'il y a un vrai besoin de remettre au centre la notion du respect et de la protection pour le personnel humanitaire. Il y a aussi un gros, et c'est peut-être parce qu'on a parlé des bailleurs de fonds, on a parlé des États, je pense qu'il y a une obligation aussi pour les acteurs humanitaires eux-mêmes de remettre une grosse attention là-dessus en termes de formation des équipes pour justement mieux pouvoir expliquer leur mandat sur le terrain, mieux expliquer encore une fois leur rôle neutre, impartial, etc. Et d'une certaine manière leur donner justement davantage de voix et de pouvoir dans ces conversations-là, parce qu'au final, c'est sur les terrains qu'il y a quand même pas mal de ces risques et de ces incompréhensions qui peuvent se négocier, je pense. Oui, tout à fait. Puis la résolution suisse fait mention de désinformation comme une menace particulière d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. On a maintenant, je regarde mes timekeepers, quelques minutes pour les questions, ou pas de minutes pour les questions. Ok, on a le temps d'avoir quelques questions. Il y a des mains qui se lèvent, vous avez un micro sans fil, super. Je vais demander 3 petites consignes pour les questions. Qu'elles soient brèves, que ce soit vraiment des questions, et qu'elles portent sur le sujet de notre conférence. Je le fais par expérience. Bon, la pression est ici. Donc, je m'appelle Alice, je suis santé mentale au MHPSS, comme on dit. Je me demandais, quand on parle de blessures, on a vu, c'était blessures, décès. Je me demandais, avec tout le mouvement qu'on essaie avec le hashtag Moi ici, on a vu aussi que les humanitaires, malheureusement, ont fait partie des statistiques, soit en violence entre humanitaires ou comme cible, et que bien sûr, la plupart des humanitaires ciblés par les violences sexuelles basées sur le genre sont les humanitaires dont on parlait qui sont nationales. Je me demandais comment on prend en compte la violence sexuelle basée sur le genre dans Black Humanitarians ou dans d'autres initiatives que vous faites pour la protection des humanitaires qui je sais pas, en fait, c'est dans les statistiques, quand on entend blessure, on pense accident d'auto, on pense blessure à une main, on pense peut-être moins à une blessure de violence sexuelle. Non, on va prendre question par question, vous pouvez y aller si vous avez des réponses. Je ne travaille pour aucune organisation, alors je ne peux pas répondre pour les organisations. Par contre, les statistiques généralement offertes par les sites officiels reconnus vont vraiment, sont catégorisées sur des attaques ciblées à caractère violent. Donc, ils
peut y avoir à l'intérieur de ça des attaques qui ont des attaques sexuelles, d'harcèlement, d'agression, etc. Mais c'est intéressant de poser la question parce que c'est pas mettons, un humanitaire qui en agresse un autre, on harcèle un autre, c'est pas arrêté en ces attaques. Donc ça, c'est vraiment davantage des attaques ciblées, des belligérants, par exemple, dans un conflit armé, qui vont cibler délibérément des travailleurs humanitaires ou tout acabit parce qu'ils sont des humanitaires. Donc à moins qu'on corrige, ma compréhension des données qu'on nous présente exclut un ensemble important de victimes qui sont pas documentées de cette manière-là, mais qui existent dans d'autres bases de données. Et effectivement, depuis la crise MeToo dans l'humanitaire, ça a été beaucoup mieux documenté et je crois, sans me tromper, qu'il y a eu un grand ménage qui a été fait, mais ça existe encore évidemment beaucoup, comme vous le savez. Après, on est 3 hommes aussi, alors malheureusement. Je remercie ma collègue pour et je pense que tu es certainement plus expert que moi, même pour répondre toi-même à la question. Mais donc, effectivement, en fait, je pense que ce qui est présenté aujourd'hui, c'est vraiment dans des zones de conflit armés. Et c'est quand que ces violences, en fait, c'est vraiment des actes de guerre. Ça arrive à ce niveau-là, et justement, normalement, pour le mouvement de la Croix-Rouge, c'est souvent des contextes où c'est plutôt le CICR qui est présent. Mais effectivement, dans le système du CICR, on a des gens qui sont experts là-dedans. On travaille avec les communautés, les populations et les systèmes locaux de santé pour voir s'il y a des mécanismes de référencement qui peuvent être utilisés pour justement venir en appui à ces personnes. Effectivement, je pense que le plus gros défi aujourd'hui, c'est le manque de ressources. Donc souvent dans des situations de conflit, les ressources qu'on reçoit dans l'immédiat, c'est plutôt des ressources justement des blessures plutôt visuelles, physiques, et aussi dans les systèmes des hôpitaux mobiles, les hôpitaux qu'on essaie de renforcer dans ces systèmes-là. À ce moment-là, la partie Mental Health, MHPSS, ça va un peu dans le back burner, comme on dit. Donc c'est un peu la frustration collective qu'on a à ce niveau-là. Et après, effectivement, dans les zones qui étaient peut-être des zones de guerre, par exemple en Centrafrique, et tout ça, où justement après la situation se calme un peu, mais c'est plutôt à travers la programmation dans le long terme, donc c'est une programmation soutenue par le gouvernement du Canada, par les fondations, le public canadien, même une fois le gouvernement, et justement, et c'est là qu'on réussit à peut-être venir en aide plutôt dans la durée à ces communautés, surtout les femmes qui sont impactées par ces violences. Ça exclut aussi oui, exactement. Oui, donc je vais juste renforcer ce point-là. Donc les chiffres présentés là sont extrêmement partiels, d'une certaine manière, par rapport à la violence contre le secteur humanitaire. Il y a un intitulé précis, c'est les incidents majeurs contre les personnels humanitaires. Donc, dans majeur, on veut dire qu'il n'y a pas de... c'est pas moi qui utilise ce terme-là, mais c'est comme ça que c'est dénominé, c'est ce qui veut dire en gros qu'on est sur une sous-représentation de la violence. Et dans les catégories, malheureusement, en tout cas dans les chiffres qui ont été cités là, c'est killed, wounded, abducted, c'est-à-dire 3 catégories extrêmement basiques. Ça a le mérite d'exister quand même, donc ils font un gros boulot, et je pense qu'il faut quand même apprécier ce travail-là. Je sais que par exemple sur certains contextes, notamment en Sahel, mais également RDC, pour avoir lu dans le détail d'un certain nombre des incidents listés, il y a des détentions avec violences sexuelles, etc., qui sont listées, et c'est extrêmement sous-représenté. Et donc, ce serait très intéressant en effet de renforcer les initiatives existantes avec davantage de collecte de données là-dessus. Je pense que grâce à des crises passées, le secteur humanitaire a un peu amélioré en interne notre monde. Toujours cette question de voir les choses en silo. Donc en tout cas les principales agences vont avoir maintenant des systèmes de récolte de données internes à leur propre structure par rapport aux collègues qui peuvent être confrontés à ce genre de réalité, de violence psychique ou de violence sexuelle. Mais encore une fois, sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu'il y ait une publication globale qui va tout mettre ensemble. Et je
pense que c'est un gros moment. C'est encore une fois pour montrer qu'il y a vraiment du boulot à faire et qu'il faut décloisonner parce que je pense que le secteur maintenant est mûr pour parler davantage de santé mentale, pour parler davantage des souffrances des collègues dans des contextes difficiles et pour ouvrir aussi toutes ces conversations-là qui sont pour moi indispensables pour favoriser le changement dans le secteur. Et ça passe par la déclaration volontaire aussi. Donc, il faut que les organisations ouvrent leurs livres. Blessés, kidnappés, tués, c'est des données officielles. Mais à partir du moment où il faut que les organisations ouvrent des contextes qui sont parfois très sensibles pour eux-mêmes, malheureusement, c'est difficile d'avoir des données. Comme chercheur, je peux dire, si on veut développer ces bases de données-là, il n'y a pas de personne qui répond à des courriers électroniques. Le message est passé. On sait que si on parle de violence sexuelle, ce sera forcément sous-rapporté de toute façon. Donc ça rajoute en plus quelque chose. Je vais prendre une dernière question parce qu'on a dépassé le temps, c'était trop bien. Allez-y s'il vous plaît. Oui, bonjour, mon nom est Francis Duclos, je fais partie de la Croix-Rouge. L'idée, dans le fond, c'est qu'on veut prévenir les nouveaux accidents. Une façon de prévenir, c'est de dissuader justement la personne qui a l'arme dans les mains, qui a le fusil, qui regarde le travailleur humanitaire et qui décide de lui tirer dessus. La question que je me pose, et je sais que c'est multifactoriel, mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun sur les motivations de ça? Si on parle d'accidents mineurs, oui, il y a toujours une question de pauvreté ou lorsqu'il y a des distributions de nourriture, par exemple, c'est qu'il y a un besoin réel d'aller chercher une question de survie. Mais lors des attaques ciblées, est-ce qu'on a des informations sur les motivations? Oui, on pense qu'il y a peut-être des espions, mais bien souvent, on sait que non. J'aimerais ça vous entendre réagir là-dessus, sur les motivations qui font qu'on cible le travailleur humanitaire. Qu'est-ce que j'espère obtenir de cet acte-là? Bon, je viens par rapport à notre collègue. Bonjour Francis, c'est la première fois qu'on se parle. Donc, en fait, la version courte, je pense vraiment pas qu'il y a un dénominateur commun. Dans mon expérience, en fait, c'est hyper contextuel, c'est souvent basé sur une certaine ignorance en fait, des conséquences de ces actes. Et aussi, c'est aussi basé sur l'opportunité qui se présente devant la personne. Donc oui, il y a cette opportunité peut-être économique. Si la personne a besoin de tuer quelqu'un pour avoir accès au véhicule, ou même des fois juste avoir accès au carburant de ce véhicule ou un peu d'argent, mais c'est la situation dans laquelle il se trouve. Mais après, ça peut être basé sur une certaine hégémonie religieuse ou une hégémonie radicale. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y a un dénominateur commun, mis à part cette opportunité. Mais effectivement, je pense que c'est une question très, très complexe. Je me porte en faux à ça. Je pense qu'il y a un dénominateur commun qui est celui de cibler une identité, une présence, un caractère très politique, surtout dans les données qu'on présente là. Vous avez raison de le dire pour un ensemble de données très générales, au-delà de la petite criminalité, ce qui est probablement tue le plus de gens, mais remettons en perspective ce qui se passe à Gaza depuis un an, mais pour dire que les attaques sont accidentelles. Donc c'est très très bien, c'est excessivement bien documenté. Là, ce n'est qu'à Gaza. C'est vrai que dans certains cas, c'est du transactionnel. Donc, ce qu'on appelle le frontline negotiation, la négociation de la ligne de front tourne mal, elle a mal été anticipée, les chefs de commandement ont été informés, etc. Puis, le Kalachnikov part, puis voilà, on veut voler. Mais très souvent, en tout cas dans les données dont on dispose, c'est un caractère très politique. Il y a des messages qui veulent se passer, parce qu'on n'a pas payé assez de taxes. Évidemment, tout n'est pas gratuit dans l'humanitaire, comme vous le savez, donc il y a un système de paiement pour être certain que tout fonctionne. C'est comme ça, pour les autres qui ne savent pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si ce système-là n'a pas été dûment fait, on n'a pas négocié adéquatement, il va y avoir un acte violent d'une manière ou d'une autre, ou ça devient très politique. Gaza est malheureusement un grand exemple, mais pas que. On va avoir le Yémen, en Syrie, etc. Et dans beaucoup d'autres endroits, il y a vraiment un ciblage systématique. Et ce n'est pas les blancs aux yeux bleus qui écopent très rapidement, c'est évidemment le personnel local, comme le démontrent les statistiques.
rajouter, encore une fois sur base des chiffres qui sont pas, enfin qui valent ce qu'ils valent, mais qui ne sont pas exhaustifs. Dans le détail des chiffres, je vous invite à regarder les sources d'informations là-dessus. Là où on voit un changement ces dernières années, c'est que il y a 5 ans, on était à moins de 50% des incidents qui étaient l'initiative d'État. Et donc là, maintenant, on est passé à plus de 50% des incidents sont l'initiative d'État. Donc davantage, encore une fois, c'est-à-dire que par opposition, en fait, auparavant, jusqu'à il y a environ 4-5 ans, on avait la majorité des incidents c'était davantage des actes criminels, donc des groupes criminels, ou ce qu'on appelle armed opposition groups, donc des groupes d'opposition armés qui peuvent parfois détenir des contextes en particulier ou des parties de territoire. Et donc là où c'est préoccupant, je pense aussi les chiffres, c'est qu'il y a cette proportion des incidents initiés par des États qui est en augmentation. Et donc c'est là encore une fois où je ne désespère pas parce que je pense qu'il y a là aussi encore une fois alors il y a cette obligation qu'on doit répéter par rapport au respect du droit international et humanitaire, mais les États sont aussi justement des entités qu'on devrait pouvoir amener davantage vers la justice internationale. Après c'est beaucoup de boulot et on essaie de le faire en Ukraine par rapport au crime de la Russie, mais on devrait le faire de manière équivalente dans tous les contextes. Et donc pour l'instant, il y a cette perception en tout cas qu'il n'y a pas forcément, qu'il y a un peu un devoir de mesure et que dans certains contextes la justice internationale est davantage sollicitée que dans d'autres. Donc ça, je pense que si on veut en tant que communauté internationale rester crédible, il faut appliquer les mêmes règles partout. Donc ça c'est important. Voilà, je terminerai peut-être là-dessus. Mais il y a en effet cette portion des incidents initiés par les États qui est en augmentation. Et je pense que là encore une fois, c'est les conventions de Genève, c'est le job d'informer, de sensibiliser sur le VIH. Je souhaite vraiment que j'imagine les efforts qui vont être faits là, en octobre par le CICR et tout le mouvement de la Croix-Rouge et les Croissants-Rouges pour essayer de rappeler cela. Parce que si on n'arrive plus à se mettre d'accord sur le minimum standard du respect de la vie humaine dans des contextes de conflit, on va dire voilà, les images déprimantes pour notre génération et puis pour nos enfants vont être difficiles à avaler. Voilà. Merci, puis je rajouterais peut-être sur la violence des États que dans pas mal de conflits récents, que ce soit Gaza, l'Ukraine, l'Irak, le Yémen, ce sont des bombardements massifs avec des armes extrêmement lourdes qui tuent les civils, mais qui tuent les humanitaires et les soignants et détruisent les hôpitaux dans le même temps. Donc le type d'armes utilisées dans la guerre aujourd'hui est aussi à prendre en considération. Un très grand merci à tous les trois. On va conclure, je ne vous ai pas ma petite question finale parce qu'on est un peu en retard. Mais je voudrais vraiment vous remercier pour votre générosité, Olivier, François, Achak. C'était très intéressant et plaisant. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin. Je vais inviter notre directrice générale, Nadia Pollard, à conclure et puis nous donner les détails logistiques du reste de la soirée. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe qui a un travail fort pour réunir ces 3 hommes qu'on était très heureuses d'accueillir. Je vous remercie évidemment François et Achak de vous être prêtés au dialogue. Mais je vais quand même finir avec un mot particulier pour Olivier, parce qu'on a passé la semaine ensemble. Et je pense que le projet vise à faire, ce qui est Olivier qui l'incarne, c'est le vrai sens du mot humanitaire. Et j'étais le regarder sur ChatGPT, parce que j'adore ChatGPT, parce que j'ai été nulle en latin. Mais humanitaire, ça veut quand même dire la bienveillance et puis la compassion et l'attention pour les autres.